Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un manga, mais un manga un petit peu spécial, puisqu'il s'agit de l'adaptation par Kobato Tirol de Je suis un chat de Natsume Soseki, qu'on a trouvé publié tout récemment aux éditions Philippe Piquier. Donc Natsume Soseki est une de mes plus flagrantes lacunes en matière de littérature japonaise contemporaine. Bon, il y en a d'autres, hein, et entendre par là après Meiji, ou plutôt pendant en l'espèce. Pourtant, cela fait un moment que je compte m'y mettre, et j'en ai deux titres dans ma pile à lire, le très bref Une journée de début d'automne, le plus volumineux Le pauvre cœur des hommes. Mais en fouinant ici ou là, j'en avais forcément remarqué un autre titre assez aguicheur, Je suis un chat. Il s'agit en fait de son premier livre, après une prépublication en feuilleton. Il a rencontré rapidement un grand succès et demeure un classique souvent cité, ce que j'avais d'ailleurs pu constater assez récemment encore avec Nosaka aime les chats, livre de Nosaka Akiyuki qui m'avait par ailleurs franchement déçu, mais qui fait directement référence à Je suis un chat. Quant à Soseki, son ombre semble planer sur la littérature japonaise d'alors et d'ensuite. Parmi mes lectures récentes, La vie d'un idiot et autres nouvelles d'Akutagawa Ryunosuke l'avait rappelé à mon bon souvenir. Soseki était le maître, Akutagawa le disciple, même s'il a peut-être pu s'en émanciper, soulagé, à la manière des disciples de Basho veillant le poète à sa mort, tels qu'il les évoque en pleine connaissance de cause dans la splendide nouvelle Lande morte. Les deux auteurs n'étaient effectivement pas sans lien au-delà, ne serait-ce que parce qu'ils étaient tous deux professeurs d'anglais autant qu'écrivains, dans un Japon bouleversé par la restauration de Meiji et l'ouverture sur le monde. Soseki précède Akutagawa, il est au cœur de Meiji, là où le disciple est davantage associé à l'ère Taisho. Et au-delà même de cette profession, ils étaient baignés de culture occidentale, notamment littéraire. On a souvent fait la remarque que Soseki avait beaucoup étudié Laurence Sterne et son extraordinaire La vie et les opinions de Tristram Shandy Gentilhomme, le plus grand roman du monde, et ça n'admet pas la moindre contestation. Et la pratique essentielle de la digression dans ce gros volume, avec tout ce qu'elle peut avoir de loufoque, a d'ailleurs probablement influencé la rédaction de Je suis un chat. Même si ces auteurs entretenaient un rapport éventuellement ambigu avec leur goût de la culture classique japonaise, associé à une morale bien définie, laquelle ne pouvait qu'être chamboulée par l'évolution rapide des événements et des mentalités. Par ailleurs, tous deux étaient portés à exprimer leur art, éventuellement dans un registre autobiographique. C'est flagrant dans nombre des nouvelles de la vie d'un idiot, les dernières tout particulièrement, mais cela vaut aussi pour Soseki et dès ce premier livre qu'était Je suis un chat. Le hasard, ou presque, m'a cependant fait tomber sur cette adaptation en manga du célèbre roman, toute récente de Par chez nous, et j'ai craqué. Je ne sais pas s'il est très pertinent de lire cette BD avant le roman dont elle s'inspire, et j'en doute un peu, mais trop tard. Étrange ouvrage que celui-ci, publié chez Philippe Piquier, qui a dans son catalogue plusieurs ouvrages de Soseki, mais pas Je suis un chat pour le coup, guère habitué à la BD sauf erreur, et surtout dû à un mystérieux Kobato Tirol. Un nom qui, a fortiori dans ce rendu latin, ne sonne pas très nippon, mais en fouinant un peu au pif, j'ai trouvé la graphie Kobato Shiroru, ok, renvoyant éventuellement à un manga dont je ne sais absolument rien, ceci dit. Et l'éditeur joue de ce secret dans cette présentation, laissant entendre que Kobato Tirol n'est très certainement pas un débutant et pourrait être un célèbre mangaka désireux d'œuvrer sous couverture, ou l'assistant d'un célèbre mangaka, ou, bon bref, le petit jeu habituel, prétendant même que l'éditeur japonais de la BD n'a aucune idée de l'identité du gazier. Ouais, je suis à l'évidence bien trop ignare en matière de manga pour émettre quelque jugement que ce soit à cet égard. Moi, je suis un chat qui n'a pas encore de nom. Je n'ai aucune idée de l'endroit où je suis né. Je miaulais dans le noir quand, pour la première fois, je vis un être humain. Notre narrateur, anonyme, il y insiste, est donc un félin, ce qui peut renvoyer au chat mûr d'Hoffmann, semble-t-il. Plus précisément, il s'agit d'un chaton. Mais son inexpérience, il n'a jamais attrapé une souris, rendez-vous compte, ne l'empêche certainement pas d'adopter une approche toute féline du monde et de la vie, soit hautaine et pleine de morgue. Encore que cette dimension ne soit pas forcément trop mise en avant dans la BD, probablement davantage dans le roman. Elle s'exprime cependant clairement dans le texte, dès cette phrase titre, Wagai wa neko de haru, tranchant sur le simple Nekodes qui correspondrait bien plus exactement au sobre titre français Je suis un chat.
Le chaton trouve cependant à s'installer auprès des hommes, en l'espèce auprès du professeur d'anglais Kouchami, un jeune homme en dépit de sa moustache foisonnante qui le vieillit, et que les maux d'estomac rendent parfois aigre. Par ailleurs désireux d'être artiste, mais d'un talent des plus contestables, quel que soit le domaine où il tente sa chance. C'est un évident décalque de Soseki lui-même. Le chat apprécie somme toute cet environnement et admire chez le professeur ce trait tout aussi professoral que félin qui consiste à dormir la moitié du temps. C'est que notre narrateur est un observateur des plus pertinents. Au fond, ce ne sont guère ses propres aventures qu'il narre ici, même si, dans les premiers chapitres, ses rencontres successives de Kuro, chat noir donc, et qui a du vécu, et de l'on ne peut plus charmante Mikeko, que tout le monde s'accorde à considérer comme la plus jolie chatte du voisinage, sans contredit, ont une certaine importance. Le sort de ces premières amitiés est d'ailleurs passablement étonnant. Mais pour l'essentiel, le chaton observe des hommes, tout ce microcosme gravitant autour du professeur Kouchami. Sa famille tout d'abord, son épouse, leurs 3 filles en bas âge, la domestique. Davantage, cependant, les collègues et amis de Kouchami, aux traits d'autant plus marqués qu'ils ont eux aussi quelque chose d'archétype, sans que cela les prive pour autant d'existence. Ainsi de Meitei, pédant peut-être, facétieux sans doute, qui aime en tout cas à faire tourner en bourrique le naïf Kouchami, mais peut s'avérer d'une aide cruciale. Ainsi également de Mitsushima Kangetsu, bon étudiant qui peine sur sa thèse et qui en vient somme toute assez vite à occuper une place centrale dans le récit, si récit il y a vraiment, puisque les digressions nombreuses sont autrement essentielles dans une perspective effectivement assez chandéenne. C'est qu'il s'agit de marier le jeune homme, mais il vaudrait mieux pour cela qu'il ait achevé sa thèse et soit docteur. S'il ne doit s'agir que d'un intellectuel sans titre, ça ne va pas, et il court les rues de toute façon. Discours que tient à Kouchami, et Meitei, toujours là quand il le faut, sa voisine, l'horripilante Madame Kaneda, désireuse de placer sa fille Tomiko, certes mignonne, mais au fond tout aussi désagréable. Madame Kaneda, ou Hanako, comme nos intellectuels l'appellent bientôt, sidérée par son nez horriblement proéminent, est la femme d'un industriel typique des bouleversements de Meiji. Elle est d'une classe qui n'a que l'argent en tête, assurant la considération de tout un chacun, quand bien même c'est à la hideuse façon de snob, un matérialisme au sens le plus vulgaire que l'on a tôt fait de qualifier de symptôme de l'ouverture au monde et tout particulièrement à l'Occident. La rencontre se passe mal. Kouchami et Madame Kaneda sont issus de mondes tellement distincts qu'il leur est impossible de s'accorder. Les rancœurs ne tardent guère, débouchant sur des puérilités variées. Mais si Kouchami, Meitei et quelques autres n'ont pour eux que leur satire du nez atroce de Lapin-Bêche, à l'occasion de savoureusement méchants poèmes, elle et son époux ont bien d'autres ressources. Ils se livrent rapidement à une conspiration de tous les instants pour nuire au prétentieux professeur. Ce qui génère nombre de scènes cocasses. J'ai une affection particulière pour les gamins de l'école d'à côté qui égarent systématiquement leurs balles dans le jardin du professeur, lequel n'en peut plus. Mais aussi des moments plus critiques, où le culte de l'argent est ausculté au regard de ses innombrables failles morales. Ainsi avec le fourbe homme d'affaires Suzuki, prétendument un ami de Kouchami, eux aussi avaient fait leurs études ensemble d'ailleurs, en fait tout disposé à le trahir quand son intérêt l'exige. Heureusement, le jeune Tatara, pour être lui aussi un homme d'affaires, est autrement sympathique. Tout ceci, notre chaton le voit et l'étudie même. Omniprésent, il peut passer de la demeure de Kouchami à celle de Kaneda sans qu'on y prête attention, et prête l'oreille à ce qui se dit, démasquant ainsi des complots dont le professeur d'anglais n'a pas la moindre idée. Mais bien sûr, il ne dispose d'aucun moyen de lui communiquer tout cela. Bah, peu importe. À vrai dire, à ce moment-là, notre chat n'est plus depuis un bon moment qu'un témoin, dimension qui m'a un peu déçu, je dois l'avouer, au premier abord. L'intrigue sentimentale, surtout la comédie de mœurs qui la sous-tend, prennent bien davantage d'importance. Toutefois, nous n'avons pas forcément lieu de nous en plaindre en fait, parce que le tableau est pertinent, un microcosme bien rendu et d'une jolie vivacité, suscitant régulièrement des scènes vraiment drôles, où les caricatures et quiproquos, en se mêlant de burlesque, débouchent sur un sentiment d'absurde, ma foi pas désagréable. Mais la fin est à cet égard assez déconcertante, qui voit pourtant le chat, de manière ultime, reprendre les commandes du récit. La comédie de mœurs était réjouissante, la critique du matérialisme au sens vulgaire tout autant, qui faisait la balance entre conservatisme et progressisme aux divers niveaux où la question peut se poser. Mais tout à la fin, le ton change passablement. Le tableau, jusqu'alors léger, cède la place à des considérations plus abstraites, pouvant s'accorder à la pompe naturelle du chat, mais qui tombent quand même un peu comme un cheveu sur la soupe.
Kushami, jusqu'alors systématiquement bourrique, laisse maintenant s'exprimer son aigreur, en dressant par exemple un portrait global des femmes qui aura de quoi faire hurler ces dernières. Mais il est emprunté à un auteur anglais du XVIe siècle, paramètre à prendre en compte sans doute. Puis en s'étendant sur la futilité de la vie et la bénédiction de la mort, développant sous une forme apologétique le thème classique et nécessaire du suicide, qui, à vrai dire, avait déjà suscité quelques scènes dans les chapitres précédents. Étrange. J'ai cru comprendre qu'à l'époque du feuilleton, Soseki, qui s'en lassait, avait choisi d'expédier la fin. Mais oui, c'est assez déconcertant, avec l'impression qu'il y a un peu plus qu'un simple désir d'en finir. Je dois avouer sans l'ombre d'un doute que je préférais nettement la comédie vive et fraîche qui précédait, jusque dans ses implications romantiques, qui me laissent généralement sur le carreau pourtant. Et le dessin de Kobato Tyrol? Il est effectivement intéressant, mais très différent de ce que j'ai pu lire en manga ces derniers temps. Sauf peut-être, mais l'outrance en moins, ce qui au fond change tout, pour ce qui est de Kago Shintaro. En tout cas, il s'agit en effet d'un style très très simple, voire simpliste, qui se focalise essentiellement sur les personnages, le décor n'étant souvent réduit qu'à quelques traits de situation. Les personnages, par ailleurs, je mets à part les chats, le narrateur on ne peut plus kawaii, la jolie Mikeko, si fémininement chatte et coquette, pour laquelle on ne peut que fondre, sont eux aussi esquissés en quelques traits à peine à la limite de la caricature, me facilitant souvent l'identification, mais en affichant pourtant tous tel ou tel aspect privilégié qui permet de les singulariser d'emblée. L'abondante moustache prussienne de Kushami, personnage essentiellement drôle et dont les colères sont régulièrement hilarantes, les lunettes de Meitei, facétieux bonhomme que l'on a envie de mépriser mais que l'on ne peut s'empêcher d'adorer, la dent cassée de Mitsushima Kangetsu, ou bien sûr le gros nez de Madame Kaneda. Autant de méthodes qui appuient la fraîcheur et la vivacité de l'ensemble. Il faut y ajouter l'emploi du texte, dans les phylactères ou presque aussi souvent en dehors, qui participe également de ce rendu naturel et enjoué. Même si quelques traductions m'ont un peu étonné de par leur familiarité qui me paraît parfois trop moderne pour le Japon des dernières années de Meiji, mais je dis peut-être n'importe quoi. Mais le découpage, qui relève tant du montage que de la mise en scène, est dans tous les cas très habile. Ainsi qu'en c'est littéralement le point de vue du chat qui s'impose, mais aussi, plus globalement, pour rendre au plus juste des discussions sur le pouce, avec tout l'élan qui doit les caractériser. C'est aussi manière, bien sûr, de mettre en avant les digressions. Une lecture très agréable donc. Je ne saurais dire s'il s'agit d'une bonne adaptation du roman de Soseki, en matière de fidélité disons, mais en l'espèce c'est très bien passé. Il me faudra tout de même lire le roman un de ces jours, et bien d'autres ouvrages de Soseki sans doute.